Cette année, le colloque de la Société française de lutte contre le sida, la SFLS, a eu lieu à Montpellier. Beaucoup des sujets sont ressortis des 3 jours d'échanges et de rencontres. Aujourd'hui, je vous ferai un retour à la lisière de l'histoire du militantisme et des enjeux pour poursuivre la lutte contre le VIH. Mais avant de plonger dans le colloque, il faut savoir qu'en ce moment, les associations de lutte contre le VIH traversent un moment très difficile lié à aux coupes budgétaires allouées à la lutte. Donc, en plein milieu du colloque, les associations et les professionnels de santé se sont retrouvés pour créer toutes leurs préoccupations face à cette situation. Aujourd'hui, un employeur associatif sur 2 a perdu des subventions et 1 sur 5 a subi plus de 20% de baisse. Pourtant, nos structures sont le premier recours sur l'ensemble du territoire national pour les plus précaires à la prévention, l'éducation à la santé et l'accompagnement social. Dans le champ du VIH, de la santé sexuelle, de la santé mentale ou de la précarité, elles représentent souvent le dernier filet social avant la rupture. Quand les financements s'effondrent, ce sont des actions associatives et des permanences qui ferment, des équipes qui disparaissent, des publics en situation de vulnérabilité laissés seuls. Et une fois encore, les personnes migrantes qui sont visées avec les attaques contre l'aide médicale d'État et le droit au séjour pour soins. Restreindre l'AME, le DAZEM, c'est empêcher des personnes sans papier d'accéder aux soins essentiels et les mettre en danger. C'est créer des retards de diagnostic, laisser circuler des maladies non traitées et pénaliser le système de soins en surchargeant les urgences. Nous le voyons chaque jour, refuser l'accès aux soins n'a jamais protégé la santé publique. C'est remettre en cause les droits humains des personnes. Merci. Financière, c'est aussi dénoncer une politique publique qui renonce à la solidarité. C'est aussi un non-sens économique parce qu'on le sait, se soigner tôt, ça coûte toujours moins cher que de se soigner trop tard. Et si en 1945, la sécurité sociale a été créée pour protéger chaque citoyen tout au long de sa vie, on refuse qu'en 2025, elle devienne un dispositif comptable à géométrie variable. Et nous refusons qu'un budget dicte qui peut ou non se soigner. Nous reviendrons très sûrement dans les prochaines émissions sur ce sujet. Venons maintenant aux 40 années passées depuis la découverte du VIH. Last Days HIV, une histoire personnelle et collective du stigmate et des luttes est le titre de l'intervention de Laurent Guessa, ethno-anthropologue et militant. Last Days of HIV, c'est vrai que c'est pas évident de faire un choix dans une histoire personnelle et collective au long cours, qu'on soit médecin, qu'on soit séropositif, qu'on soit socio-anthropologue. Il a bien fallu que je mette en avant certaines dimensions ici. Last Days of HIV, c'est le titre en fait d'un atelier qu'on a eu à Bruxelles avec des artistes, avec des performeurs, avec des militants et avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est un format effectivement que j'expérimente à Bruxelles, à Marseille, je vais revenir dans un instant. Mais pour le coup, voilà, aujourd'hui, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse-Le-Mirail, au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire. J'enseigne en particulier la santé environnementale, on a beaucoup à dire là aussi, mais pour le coup c'est aussi cette légitimité de socio-anthropologue de la lutte contre le VIH-Sida qui me fait parler de santé environnementale aujourd'hui. Et évidemment, la route est aussi très très longue, mais pour le coup, on a encore la possibilité de s'inspirer de ces mobilisations et de ces luttes. En fait, en entrée, j'ai souvent tendance, pour les workshops, pour les conférences, à invoquer avec les sœurs, pour le coup, toutes les personnes qui sont derrière nous, qui parlent derrière nous, effectivement, même si elles sont disparues, ces morts et ces mortes qui sont vivants et vivantes mêlés à nos combats. Il y en a beaucoup, il y en a effectivement très proches dans nos familles, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les familles qu'on a choisies. Il y a beaucoup de gens effectivement qui sont partis il y a longtemps, beaucoup de gens qui sont partis il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui appartiennent aux groupes stigmatisés, aux très longs cours dont il va être question, dont on va commencer à parler, et je vais y revenir dans un instant. Il y a aussi Madame Tout le Monde, je pense en particulier à Evelyne Gracia qui nous a quittés l'hiver dernier et qui était au très long cours la secrétaire de Aide Provence pendant de longues années, ou encore à Agnès Pagailly qui était assistante sociale du CEGIP de Marseille pendant 30 ans et qui a été une partenaire très très proche et qui nous a quittés également. On oublie aussi toutes ces alliés qui font partie de la lutte contre le sida et je tenais à les saluer aujourd'hui. Alors évidemment, lorsqu'on parle de ces morts et ces mortes vivantes mêlées à nos combats, il y a aussi des gens qu'on aimerait vraiment
aujourd'hui, je me suis dit effectivement que quand il s'agissait de renouer des boucles temporelles, on allait aussi parler d'eux et parler d'elles. Et nous voici donc effectivement basculés au tout début de l'épidémie, et là encore, c'est pas pour rien que je choisis cette image, c'est aussi parce qu'elle fait référence à une situation tout à fait actuelle, celle d'un renouveau néolibéral et conservateur radical. Je dis bien néolibéral et conservateur radical, Ronald Reagan, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'étaient pas nés. Margaret Thatcher, ensemble riant, effectivement, en amont de l'épidémie. Je voulais vous dire à quel point il est question encore aujourd'hui, effectivement, d'une guerre économique, les restrictions dont on a parlé tout à l'heure et dont il sera question tout au long de ce congrès, mais qui sont, en plus d'être une guerre économique, une guerre morale et culturelle. Et c'est véritablement le point sur lequel j'avais envie d'insister. D'abord parce que Reagan, c'est bien connu, c'est aussi quelqu'un qui a coupé vraiment de manière massive dans les budgets de la santé à son époque, au point qu'on ait pu penser à un véritable complot gay. Et c'est pour ça qu'on a pensé à un complot gay avec le VIH-Sida, parce que pour le coup, les coupes étaient tellement massives qu'on pouvait se demander si on n'avait pas envie tout simplement, finalement, que ces populations-là disparaissent dans les années 80. Thatcher, parce qu'elle a été effectivement à l'origine d'une loi que je considère comme une des premières lois anti-woke de l'époque. C'était la section 28. À l'époque, je suis en Angleterre comme assistant de langue française. J'étudie l'anglais ici à Montpellier. En 88-89, je n'ai pas encore l'âge du consentement qui est fixé à 21 ans dans ce pays-là. Et Margaret Thatcher vient de faire passer une loi qui s'appelle la section 28 et qui interdit toute forme de promotion de l'homosexualité par les autorités publiques. Ça veut dire en gros que les enseignants, les écoles, les hôpitaux, personne ne va pouvoir présenter favorablement l'homosexualité. Et on va couper les budgets, on va retirer des livres qui parlent de l'homosexualité, des rayonnages des bibliothèques municipales. C'est une loi époustouflante parce qu'on est en 89, mais je tenais à le redire parce qu'on oublie souvent effectivement que ce néolibéralisme s'accompagne d'une panique morale presque continue. Alors en France, on a mis des exemples, évidemment, on a parlé de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure et de son sidatorium de ses sidaniques. On a oublié Louis Powell, c'est son sida mental en 1986. Donc effectivement, ici à Montpellier, comme dans toute la France, les étudiants se mobilisent contre la loi de Vaquet. Et c'est vraiment une paralysie du pays par sa jeunesse. Et cette jeunesse est accusée d'être atteinte d'une immunodéficience intellectuelle, d'un sida mental. Ce sont des choses qu'il faut rappeler parce que pour le coup, on oublie cette guerre culturelle continue. On oublie aussi effectivement qu'il y a une boucle autour de ça et qu'il y a systématiquement des mobilisations des activistes, des artistes qui se lèvent et qui pour le coup mettent les pieds dans le plat. Des activistes qui se font maltraiter par la police. Et ça, c'est aussi un long continuum de la période qui précède l'arrivée des trithérapies. Et puis les activistes et les artistes qui décident de mettre en avant des images chocs qui ont marqué effectivement notre génération, comme cette photo de Ronald Reagan dans le numéro 7 de la revue Color de Benetton, United Colors of Benetton, où Ronald Reagan est présenté avec le sarcome de Capozzi, je fais dire Sarkozy. Et on rêverait effectivement d'une image de Donald Trump aujourd'hui affectée par les mêmes traces stigmatiques, puisqu'on sait à quel point cette maladie-là a emblématisé le stigma du VIH-Sida. Et je vais évidemment aussi y revenir. Juste un petit clin d'œil au photographe Fred McDarrall, qui a non seulement documenté les mobilisations des luttes contre le sida au milieu des années 80, mais qui est aussi celui qui a très fortement et massivement documenté les émeutes de Stonewall dans son pays. Ici, ce sont des mobilisations d'ACT UP devant le siège de la Food and Drug Administration. On voit effectivement ces mobilisations n'ont jamais cessé. 1er décembre 1994, cette photo, certains d'entre vous la connaissent. Elle est republiée dans Libération encore il n'y a pas longtemps. On voit à quel point, effectivement, nos corps sont dehors, nos corps sont dans l'espace public. On est très loin, effectivement, de ces mobilisations sur Internet, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On occupe la place, on occupe la rue, on occupe l'espace public. C'est une photo de Jean-Marc Armani, le 1er décembre 1994 à Paris. Que se passe-t-il, effectivement, dans ce tournant ces années noires que Jacques Rey a décrit il y a un instant, où les gens tombent comme des mouches. Il y a aussi effectivement dans les politiques publiques un grand tournant, en particulier pour la France, parce qu'on n'a pas encore vraiment parlé de santé communautaire, mais finalement le terme va s'imposer progressivement avec
l'Agence française de lutte contre le sida. Je pensais qu'on en parlerait il y a un instant, mais ça a été aussi un moment très important que la création de cette agence paragouvernementale. On est dans une situation de crise, il faut absolument créer des agences, et effectivement cette agence, sous l'impulsion effectivement de quelqu'un dont le nom mérite d'être prononcé ici aujourd'hui, Jonathan Mann, celui qui avait entrevu effectivement le point de cette troisième épidémie qui était l'épidémie de stigmate au Trélancourt, cette agence française de lutte contre le sida va décider effectivement d'investir, de pouvoir des personnes concernées par l'épidémie, et je répète, d'investir de pouvoir. On n'est pas simplement dans la prévention, on est véritablement dans l'idée qu'on va aller vers pour donner du pouvoir aux personnes concernées. Et ça, c'est un grand tournant dans le cadre des politiques de réduction des risques en France. C'est dans ce tournant-là, effectivement, que je fais moi-même mes premières armes d'activiste à l'association Aide-Provence à Marseille. Après avoir rencontré effectivement à Avignon en 1990, à une conférence de la FLS, Lydia Braggiotti. Lydia Braggiotti nous a quittés elle aussi il y a un an maintenant. Lydia Braggiotti, c'est la fondatrice, la cofondatrice avec Anne Coppel du Bus des femmes, une des premières associations communautaires pour épargner les personnes prostituées à Paris, à la rue Saint-Denis et dans tout le reste. Pour nous, c'est vraiment une grande inspiration. C'est la première fois que j'entends une personne prendre la parole dans une conférence en se présentant, Lydia Braggiotti, prostituée, toxicomane, séropositive. Et je dois dire que ça se faisait très très peu à l'époque, et on peut aussi mesurer le chemin parcouru. Pour le coup, Lydia nous a inspirés, et elle nous a inspirés à Marseille, où la situation ressemble fort, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous lire cet extrait d'Aurelio Grimaldi en 1994 dans son ouvrage qui est aussi un film qui s'appelle Les putes, en italien Les bottane, où à Palerme, voilà ce qui se disait. Au début, à peine cette histoire est sortie, que je pensais que plus personne ne viendrait baiser avec nous à San Domenico. Au contraire, au bout d'un certain temps, ils sont venus comme avant. Ils veulent des préservatifs, mais nous aussi on les veut quand ils nous jouissent dedans. Ce bâtard de Dieu qui nous l'a envoyé parce que ça ne suffisait pas à notre existence. Et alors, les gens s'en prennent à nous et disent qu'on est nous comme la peste. Mais de toute façon, il y aura toujours des PD, il y aura toujours aussi des gens qui veulent baiser avec nous. Moi, c'est sûr, je dois avoir quelque chose, mais je ne fais même pas les analyses. Quand je meurs, je meurs. C'est effectivement dans cet état qu'on rencontre les personnes et les témoignages qu'on recueille, à la fois dans les cahiers de confidence du Bus des femmes à Paris, et aussi dans la démarche qu'on mène à Marseille avec le projet Saint-Charles, qui est un peu l'ancêtre de l'association Autre Regard. On me voit là, effectivement, je suis encore bien jeune, entouré d'une série de personnes, Raphaël Hardy, qui est effectivement la collaboratrice directe, et puis d'autres personnes dont je vais prononcer le nom, parce qu'elles ont disparu, comme Eve Gagoulan, qu'on voit tout au fond là-bas, qui était une infirmière de santé publique. On était allé débaucher à Transit, le premier centre d'accueil de seringues de Marseille. Il faut dire à quel point ça a été extrêmement compliqué pour les intervenants à toxicomanie, effectivement, de s'y mettre à l'époque, et on l'oublie. Eve Gagoulan, c'était aussi une infirmière qui finalement était tombée amoureuse d'un usager. Cet usager, c'était Mohamed Amla, le fondateur d'Assud Marseille. Et on est dans cette période où effectivement, avec le groupe interprofessionnel Recherche Action Sida Toxicomanie à Marseille, les discussions autour de la réduction des risques à la Marseillaise sont en train de se construire. Et c'est pour moi extrêmement important de vous communiquer non seulement cette image, mais cette histoire, dans la mesure où effectivement, elle emblématise ce qui deviendra un modèle dans les années qui suivront. Alors moi, pour le coup, je ferai de la socio-anthropologie et je ne choisirai pas n'importe quel terrain après être passé par les rues de Marseille la nuit, la prostitution et les clients qui appartiennent à absolument toutes les catégories de la population. Effectivement, en appartenant à toutes les catégories de la population, il y a quelques chances que je me mette à critiquer les catégories épidémiologiques en me penchant notamment sur ces fameux lieux de drague, ici le Parc Royal, les bas-fonds du Parc Royal à Bruxelles, sur lesquels j'ai réalisé une thèse où je mettais effectivement à la question les catégories épidémiologiques, puisqu'effectivement, une caractéristique des lieux de drague, c'était que des hommes homosexuels et hétérosexuels baisaient ensemble. Il fallait le dire, on était très en amont de la construction des HSH, mais de la même manière, il nous aura fallu pas mal de temps pour concevoir que les UDVI, les usagers de drogue par voie intraveineuse, avaient aussi une sexualité. Et bien oui, ma bonne dame, on y revient avec le slam, pour le coup, toutes ces continuités ou ces contiguïtés entre catégories, il aura fallu se pencher dessus. Et je dois dire que je suis assez content, y compris dans les recherches que j'ai menées ultérieurement, d'avoir continué à questionner les évidences,
À l'époque, évidemment, où j'investis le circuit festif gay et les drogues à Bruxelles et dans tout le circuit à l'échelle européenne avec une bourse aussi d'action, je ne doute pas, effectivement, que quelques années plus tard, et là on est vraiment au lendemain du traitement comme prévention, on peut dire d'ailleurs finalement que ce circuit festif, c'est aussi une forme de célébration de ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'être annoncé, difficilement, je vais revenir dans un instant. Et pour le coup, on est en amont de l'apparition, effectivement, ou de la fin plutôt d'une question, elle est où l'after? Parce qu'à l'époque, l'after n'est pas encore au bout de nos mains, au bout d'un smartphone. À l'époque, effectivement, on n'a pas les applications de rencontres géolocalisées. Et à l'époque, surtout, la drogue se dit dans l'espace public. Elle n'est pas encore arrivée par Federal Express et à partir de Dark Web à nos domiciles. Alors c'est une époque particulière que cette transition, mais pour le coup, j'ethnographie ces lieux et j'aurai effectivement une perspective assez critique lorsque effectivement le chemsex deviendra à son tour une forme de panique morale. Je parle des premières années, je sais bien qu'aujourd'hui effectivement on se retrouve à gérer quelque chose qui ressemble à une nouvelle épidémie, mais méfions-nous de ces ressemblances et effectivement faisons attention à ne pas trop rapidement faire des raccourcis. Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je me suis dit que j'allais sélectionner une des paniques morales qui nous concerne, nous les acteurs de la lutte contre le sida, sur laquelle j'aime bien revenir, parce qu'on a oublié les campagnes qui ont été menées, elles sont d'ailleurs parfois difficiles à trouver, y compris sur Internet, mais pour le coup, j'aimerais revenir un instant avant d'en terminer sur le bareback, parce que finalement, puisque le TASC est là aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité de regarder quelques années en arrière en se disant que si les gens sont traités à partir des années 96 et que ça se généralise massivement dans ce quart de siècle-là, qu'en était-il de ce fameux relâchement, relapse, terme religieusement connoté s'il en est, puisqu'effectivement il qualifie l'hérétique qui a adjuré et qui est retombé en hérésie, c'est quand même un peu pas léger. Et bien voilà ce qui se montre lorsqu'effectivement on ne comprend pas ce qui se passe avec ce relapse dans les années 2000, autour de la période de la crise du bareback, et la manière dont effectivement, subitement, on se met à potentiellement diaboliser les personnes séropositives. Je pense que c'est important de ressortir ces images et de les regarder, parce qu'on est à quelques années du TASC, mais une année après le TASC, on a encore ça en Allemagne. On est en 2009, elle sera retirée finalement. J'aime bien insister là-dessus parce que d'une certaine manière, pour faire restitution de ma recherche dans le contexte bruxellois à l'époque, je participe à une association qui s'appelle Warning Bruxelles et on commence à organiser des apéros séro entre hommes séropositifs. Je me souviens parce que j'ai entreaperçu Michel Ohaillon dans la salle et effectivement on en parle beaucoup au 190 qui vient d'ouvrir quasiment. Et effectivement, on se mobilise pour libérer à nouveau une parole des personnes séropositives entre elles qui vont à ce moment-là organiser rien moins qu'une campagne d'élection de Mister HIV pour, annoncer la bonne parole du traitement comme prévention, parce qu'on ne s'en souvient pas, mais ça a été extrêmement difficile de divulguer cette information, dire à quel point c'était formidable d'être indétectable. Et cette campagne a eu effectivement le soutien de la région bruxelloise, du ministère de la Diversité et de l'Égalité des chances. C'est important de le dire parce que pour le coup, j'ai pu publier dernièrement des choses sur ces publicités sérophobes à cette époque. Et je trouve que c'est important d'y revenir parce que finalement, lorsqu'on se tourne vers les grands méchants Thatcher, Reagan et aujourd'hui Trump, on oublie un petit peu de se poser la question de nos propres paniques morales à des endroits qui sont pourtant importants de dénouer, en tout cas de continuer à dénouer. Alors dénouer, on le fait aux archives notamment, et je tiens à le dire parce que pour le coup, on n'est plus dans cette période et aujourd'hui, effectivement, des collectifs d'archives queer, LGBT sont en train de se monter un peu partout en France. C'est d'ailleurs effectivement dans l'un des lieux où j'ai pu animer un atelier avec des artistes, des chercheurs, des activistes ici à Mémoire des sexualités à Marseille que je salue au passage. Et pour le coup, c'est l'occasion de faire émerger d'autres populations qui font elles aussi non seulement l'objet d'une panique morale continue, mais particulièrement aiguë ces derniers temps, mais qui sont en train de raconter leur propre histoire de l'épidémie, comme si pour le coup, cette histoire de l'épidémie, il fallait sans cesse la revisiter pour dire mais finalement, nous, on ne nous a pas beaucoup entendus alors qu'on est vraiment au travail de santé communautaire radicale et qu'on multiplie les plaidoyers. Je pense en particulier à l'association Acceptez Transgenre, où j'ai eu la chance de travailler quelques années à Paris, où pour le coup, effectivement, parce qu'on est à l'intersection de la migration, de la transidentité, de la séropositivité, de la prostitution. Effectivement, on construit un plaidoyer, mais pour le coup, vous voyez à quel point, parce qu'on est aussi dans un mouvement populaire qui est aussi effectivement un mouvement culturel, on reste inscrit dans une forme de guerre culturelle contre effectivement la tendance du jour,
Et cette tendance du jour, effectivement, je m'en arrête là, vous la connaissez tous. C'est celle qui fait, même si Solidarité Sida a ironisé à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, Solidarité Sida a produit une deepfake où on voyait effectivement Trump annoncer qu'il allait financer la lutte contre le sida au point que le sida disparaîtrait. Et on voit bien effectivement cyniquement ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, on revient à aujourd'hui. Encore mieux, on va vers le futur VIH et santé sexuelle. Les débats ont en cours depuis un certain temps. Voici quelques réflexions dans l'intervention de François Berdugo de la Société française de santé publique. D'abord, première chose, c'est finalement la première nouvelle, c'est d'apprendre que le VIH, c'était pas une question de santé sexuelle. Moi j'avais compris depuis que j'étais là que c'en était une. D'abord sur le plan personnel, parce qu'on a toujours dit, en fait, les IST, c'est un cofacteur potentiel d'infection au VIH, donc il vaut mieux pas en avoir, et si tu en as, il vaut mieux les faire traiter. Et puis par ailleurs, j'avais aussi compris qu'on était plus en capacité de gérer sa prévention quand on vivait une vie sexuelle épanouie, et ça c'est complètement de la santé sexuelle. Donc finalement, la santé sexuelle et le VIH ont une histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas une histoire intriquée depuis fort longtemps. Alors j'ai rappelé ici une définition qui est celle de l'OMS, voilà, et j'en ai ajouté une deuxième qui est celle retenue par Médecins du Monde, organisation par laquelle où j'ai milité pendant plusieurs années, qui est un tout petit peu différente. Donc en tout cas, assez tôt, en tant que militant, a fortiori quand on voyait des initiatives présentées à l'étranger, dans des conférences mondiales et autres, qui inscrivaient le VIH dans la santé sexuelle, finalement, tout au long des années 2000, il y avait rien qu'une évidence que c'était une porte d'entrée et une voie à suivre pour lutter contre le VIH. D'ailleurs, c'est à partir d'expériences étrangères aussi, d'une approche holistique de la santé dont a parlé Jacques Rennes, que se sont bâtis le 190 d'abord, au début des années 2010, puis le checkpoint, puis ensuite les CEGID, les spots et autres centres d'approche sexuelle, d'approche communautaire, quel que soit leur nom aujourd'hui. Et puis on voyait aussi qu'il y avait des dispositifs qui allaient bien au-delà de la stricte santé sexuelle, parce qu'après tout, on ne saucissonne pas la vie des gens par problème de santé. Aujourd'hui, on a plus de mal à faire exister ces dispositifs à approche populationnelle en France, mais je ne doute pas qu'on avancera dans les prochaines années dans ce sens-là. Donc finalement, le VIH, c'est une composante de la santé sexuelle. Petite anecdote, quand je suis arrivé chez Médecins du Monde en 2012, absolument bardé de mes convictions, de mes certitudes de militant SIDA, et j'ai dit aux gens qui travaillaient sur la santé sexuelle et reproductive, le VIH, chez vous, vous en faites, etc. Elles m'ont ri au nez en me disant, évidemment, le VIH, c'est une composante de la santé sexuelle, sans aucun doute. Donc, dans les interventions de santé sexuelle et repro, il y a, bien sûr, la question du dépistage, mais aussi de l'accès aux soins et au traitement des personnes vivant avec le VIH. Et puis, voilà, je viens de le dire, la santé sexuelle, c'est aussi une composante de la lutte contre le sida depuis ses débuts. Et c'est le moment peut-être de rendre hommage à Karine Favier, ici présente, qui est bien l'exemple que le trait d'union entre la santé sexuelle, incarnée par le planning familial, et le VIH, est ancré chez nous depuis très longtemps. J'ai connu Karine en 2001, donc ça fait au moins depuis 2001 qu'elle est là parmi nous. Bon, alors évidemment, tout ça, ça relève de la fausse naïveté, parce que je sais bien que les autres IST, elles ont été prises en compte bien plus tardivement que le VIH au cours des dernières décennies. Je sais bien que la santé sexuelle des personnes vivant avec le VIH n'a pas toujours été au cœur des priorités du système de santé et des soignants, et que nous n'avons pas été exemplaires sur ce point. Et je sais bien aussi qu'il a fallu batailler pour faire reconnaître aux autorités la pertinence d'une approche de santé sexuelle pour réduire l'incidence du VIH et des autres IST, et que ça a posé tout un tas de problèmes administratifs, de financement, etc. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'il y a une espèce de renversement, que finalement c'est sous l'égide de la santé sexuelle que se traite la prévention du VIH. Est-ce qu'il faut y voir une victoire symbolique? Je ne sais pas. En tout cas, je partage cette réflexion avec vous. Et puis bien sûr, je ne connais pas le contexte. Je sais qu'on vous a imposé une réforme à marche forcée il y a 1 an et demi, avec laquelle vous avez été contraint de faire. On aurait pu imaginer avoir envie de faire bouger les cadres, de rebattre les cartes, etc. Mais vous avez été pris sous le double feu de l'urgence, de la réforme institutionnelle imposée et d'un contexte général du système de santé qui est plus que défavorable. Alors le discours simple serait de dire « Oh, c'est une super opportunité », évidemment, je n'en sais rien.
Je suis clown, je vous l'ai dit, pas magicien, mais en tout cas, c'est peut-être pas nécessairement une catastrophe, et c'est pour ça que je vais partager avec vous. Alors, le risque de voir la priorité s'affaiblir. Bon, ça c'est rapide. Quelle priorité? Depuis quand le sida est une priorité en France, est encore une priorité en France? Bon, du coup, je règle la question, ça n'est plus une priorité. Quoi qu'on en pense. 2, quel est le sens de cet élargissement? Bon, il y a une forme de désingularisation, et c'est peut-être finalement la vraie fin de ce qu'on a appelé l'exceptionnalisme sida qui prévalait vaille que vaille jusqu'à aujourd'hui, et donc d'une espèce de traitement en silo de la question de l'épidémie. Alors, dans les pays dits en développement, en tout cas à ressources limitées, ça fait déjà plusieurs années que des publications ont un peu bousculé les esprits en disant en fait il faut traiter du VIH avec les maladies non transmissibles, qui était une grande nouvelle, et en France on n'y est pas du tout. En tout cas, oui, clairement, il y a un effet retard, 30 ans après l'introduction des inhibiteurs de protéase. Les institutions sida sont devenues des institutions sida, hépatite, santé sexuelle, maladies infectieuses émergentes. Bon, c'est une forme de normalisation. Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on a intérêt, ou est-ce que, disons, à normaliser le VIH? Je ne sais pas. En tout cas, à le transversaliser dans le système de santé, probablement, parce que l'efficacité des stratégies de 3,90 ou de 3,95 repose en partie sur une mobilisation de tout le système de santé. C'est en particulier vrai pour le dépistage, mais c'est vrai plus globalement que ça. Donc en tout cas, je vois bien qu'il y a un resserrement, en revanche, des enjeux dans la SNSS en particulier, avec une focalisation sur des objectifs d'élimination, les 3,90, et pour autant, on voit aussi qu'il y a des éléments liés aux soins, au parcours de soins et de santé des personnes vivant avec le VIH, en fait, même SNSS, et de fait, n'oublions pas que le 3e 90, il est bien sûr lié à la question des soins et de la qualité des services de soins. Donc bon, ça pose des questions de fond sur le plan de la structuration des politiques publiques. Certes, on n'a plus de politique spécifique VIH, la donnée s'impose à nous, comme les CORES. Donc finalement, la question c'est la même que celle qui se présente toujours à nous. Comment on fait au mieux dans une situation sur laquelle on n'a pas de prise? Et globalement, il y a toujours une question de découpage et de pertinence du découpage des politiques publiques. Bon là, voilà, ça tombe sur la case santé sexuelle. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, ce sera autre chose. En tout état de cause, les pouvoirs publics tracent des lignes de partage. Après, ça n'enlève rien au fait que les sujets que nous avons apportés sont les mêmes, avec la même intensité et probablement la même fougue. Ça ne veut pas dire pour autant que le VIH est délaissé comme une question importante, mais c'est sûr que ça incite à repenser les façons de penser, peut-être à aller vers plus de droit commun. Alors je sais que le droit commun ne va pas bien, mais bon, qu'est-ce qui va bien dans ce pays? Je ne sais pas. En tout cas, on en parlait de l'éducation, de la santé. Donc il faut bien qu'on fasse avec. Donc le droit commun ne va pas bien, mais peut-être que c'est là, à travers des dispositifs de droit commun, notamment d'accompagnement, qu'on peut inscrire des réponses pérennes ou durables pour les personnes vivant avec le VIH. En tout cas, c'est une piste que je partage avec vous. Alors quel est le sens d'une politique de santé publique qui s'intéresse à l'épanouissement sexuel des populations? Bon là, je vais faire très court parce que c'est une question philosophique. Alors non pas que ça ne m'intéresse pas, mais bon, oui, en tant qu'acteur de santé publique, il me semble que la collectivité, donc l'État ne représentant que la société, en tout cas l'État ne devrait jamais être plus que l'expression de la société, qu'il s'intéresse aux conditions de possibilité de l'émancipation individuelle. Si on considère que la sexualité c'est un espace d'émancipation individuelle, bah pour le coup je ne trouve pas ça choquant, voire même ça m'intéresse plutôt, même si, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une vision paternaliste. Quels enjeux de santé publique ça soulève? Bon, je vous l'ai dit, il y a un rapprochement, peut-être pas naturel, mais en tout cas, il y a une certaine logique à rapprocher VIH et santé sexuelle, notamment pour ce qui concerne les questions de prévention, évidemment. Donc en termes d'atteinte d'objectifs de santé publique, on peut attendre des choses positives de cette alliance nouvelle, de ces alliances nouvelles. Disons, je fais le pari du verre à moitié plein, mais pour vous dire la raison, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'autre pari à faire, en fait. C'est-à-dire que faire le pari du verre à moitié vide ne nous amènera à rien. Dans la question du VIH et de la santé sexuelle, plus globalement. Donc les articulations, elles sont quand même assez fortes. La santé sexuelle et repro, c'est ce que je disais à Grenoble aussi il y a 1 an et demi, c'est pas moins des militants que les gens de la lutte contre le sida, en fait.
Ce sont des gens qui aussi travaillent sur les droits des personnes, les droits sexuels, les droits reproductifs, les droits des minorités. Vous avez vu par ailleurs les évolutions des dernières années au sein du planning familial. Il y a un élargissement considérable des discours, des sujets, des publics, qui d'ailleurs fait polémique dans la société, mais peu importe, c'est très bien de montrer des hommes enceints, entre autres choses. Et au fond, voilà, on fait face à des milieux qui ne sont pas moins militants que les nôtres, donc essayons de se dire qu'on a des points de convergence plutôt peut-être que des points de divergence, d'autant plus que la promotion de la santé sexuelle était déjà un objectif affiché des Corées. Ce que je voulais vous dire essentiellement, c'était des questions autour de l'innovation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on l'a dit, 3,95, il y a des limites, il y a des obstacles. Sur quoi repose l'efficacité des stratégies aujourd'hui? Ça repose sur l'accessibilité et la qualité des services de santé. C'est-à-dire, oui, on pourra trouver les meilleurs antirétroviraux qu'on veut, oui, on pourra avoir une recherche clinique d'excellence, mais c'est pas ça, pardon, je suis désolé de le dire aussi brutalement, qui mettra fin à l'épidémie. Plus aujourd'hui. Ce qui mettra fin à l'épidémie, si tant est qu'on y arrive, c'est que les gens arrivent à recourir et à adhérer à des services de santé qui répondent à leurs besoins. Et aujourd'hui, manifestement, ce n'est pas le cas, parce que sinon, on n'aurait pas autant de personnes non diagnostiquées, et on n'aurait pas autant de personnes qui galèrent dans le système de santé à s'orienter et à s'inscrire vaille que vaille dans les stratégies biomédicales qui leur sont proposées. Donc, l'appel et le gros message que je voulais passer aujourd'hui, alors c'est à la truelle, mais c'est pas grave, c'est on a besoin de recherche en services de santé. On est nul en France sur le sujet, en dehors du VIH. On n'est pas très bon dans le VIH. Et depuis les innovations de la première décennie dont a parlé Jacques Rennes, pour ma part, je ne vois pas grand-chose, à part sur le dépistage, on a beaucoup progressé. Donc en gros, à mon avis, à mon sens, on gardera une singularité sur le VIH en se remettant, à innover sur les parcours de santé, les parcours de soins des personnes dans le système. Et pour ça, on a de fait des leviers importants du côté de la recherche. Il y a de l'argent sur un programme national de prévention, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui vont désormais être structurés dans les prochains temps. Vous voyez, j'avais dit des tas de trucs, etc. C'était formidable. C'est très grave. Donc voilà, c'est simplement pour dire qu'on n'a pas assez investi ces questions. Et aujourd'hui, on a vraiment intérêt à le faire parce que c'est comme ça que les personnes concernées, qu'elles vivent avec le VIH ou pas, seront en capacité d'adhérer à des stratégies biomédicales qu'on leur a imposées par ailleurs, parce que c'est pas nous qui avons décidé que pour courber l'épidémie, il allait falloir prendre des traitements antirétroviraux. Moi, je suis ravi de le faire, mais au moins, en tant que normatif, au moins qu'on m'aide à ce que ça se passe bien et qu'on m'aide à ce que réellement, la PrEP en ville, ce ne soit pas le parcours du combattant comme l'est toute la médecine de ville. Donc c'est à partir d'un exemple individuel que j'assume totalement, parce qu'on est aussi là pour parler de ça, vous dire, donner les moyens aux gens de s'inscrire durablement dans ces stratégies biomédicales, sinon on pourra faire tous les plans qu'on veut sur la comète, on n'y arrivera pas. Et je vous projette cette dernière diapo parce qu'elle me semble particulièrement illustrante. Elle vient du champ de la santé mentale et je crois qu'elle peut nous inspirer sur la structuration de ces services de santé au service de la fin de l'épidémie. Et je vous remercie pour votre attention. Et pour finir, parlons maintenant du plaisir avec Aurélie Bormand de l'hôpital Robert Debré. On va faire un très rapide historique de la sexualité, parce que c'est vraiment pour ça qu'on va pouvoir positionner la place du plaisir dans la santé sexuelle. Rassurez-vous, ça va aller très vite, parce que la sexologie est une discipline extrêmement jeune. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, jusqu'au 19e siècle, on ne parlait pas de sexualité, c'était quelque chose qui n'existait pas, puisque tout ce qui était rapport sexuel, sexualité, n'appartenait qu'à l'activité intime, qui ne pouvait avoir lieu que dans le cadre du mariage, qui était régulé donc par la religion, et qui n'avait que pour seule finalité la procréation. Multipliez-vous. C'était le principe. Je parle bien sûr de l'histoire de la sexualité en Occident. Et donc, l'idée de sexualité n'était qu'un outil pour arriver à la procréation. Bien sûr, la notion de plaisir en sexualité était inconcevable
avant le 19e siècle. Il y avait un code moral qui était fixé par la théologie chrétienne, avec une double injonction à ne pas s'intéresser au plaisir. La première, c'était le fait que dans les sociétés féodales, il n'y avait pas de sujet. L'individu n'existait pas, on faisait partie d'une communauté, d'une famille au sens large, mais le jeu en tant qu'être individuel n'existait pas, et penser par soi-même, c'était déjà un péché d'orgueil, qui était doublé, si l'on s'intéressait au plaisir de la sexualité, par le péché de luxure, qui était un péché capital, puisque comme vous le savez, en plus, dans la théologie chrétienne, il y avait une séparation du corps et de l'âme, l'âme étant la chose noble de l'individu, et le corps était source de péché. Donc c'était vraiment un plaisir qui était banni par cette double injonction négative. L'individu ne pouvait pas s'intéresser à ce qui lui faisait du bien dans son corps et du bien individuellement. Avec le 19e siècle, fin du 18e siècle des Lumières, introduit la notion d'individu. Seulement, cette notion d'individu, dès le 19e, va être pervertie par la révolution industrielle, dans le fait que, oui, on va mettre en avant l'individu, mais comme outil de production. Outil de production, bien sûr, comme vous le savez, on va fabriquer, on doit participer à l'effort productiviste, mais aussi outil de production à l'intérieur de la famille. Je dois produire les futures mains de production, donc encore une fois, multipliez-vous. On nie totalement la notion de sexualité plaisir, on est encore une fois, et cette fois-ci c'est une injonction sociétale, dans la sexualité n'ayant que pour finalité celle de procréation. Et petit bémol, au XIXe siècle, bien sûr, la notion d'individu n'existait que pour une partie de la population. L'individu étant bien sûr l'homme, le mari, l'occidental et le bourgeois. Une vision extrêmement patriarcale. Fin du XIXe siècle, on va sortir du domaine de la famille, du domaine privé, vers le domaine public, et la sexualité va commencer à intéresser dans le domaine public, mais par une approche plutôt par la négative, puisqu'on va découvrir les microbes et les modes de diffusion de ces microbes, et donc on va s'intéresser aux infections sexuellement transmissibles, maladies vénériennes de l'époque, et l'État va s'occuper de la sexualité avec cette approche négative qui va être de juguler la diffusion de ces infections sexuellement transmissibles, avec la naissance de la police des mœurs, des dispensaires de salubrité dans lesquels on va mettre les prostituées, citoyens de seconde zone, donc qui n'a pas de liberté individuelle, une moindre liberté individuelle. On va les enfermer à partir du moment où on aura diagnostiqué des maladies vénériennes, tout ceci pour que nos individus bourgeois et mâles puissent continuer à fréquenter des prostituées non porteuses de maladies sexuellement transmissibles. Donc l'État s'organise autour de la gestion des maladies vénériennes, et c'est la première approche populationnelle de la sexualité. Arrive une autre approche conjointe de la prise en compte de la sexualité dans un ordre public. Ce sont les médecins qui vont s'en emparer avec la médicalisation de la sexualité. On va s'intéresser à décrire les pratiques sexuelles, mais sous un versant pathologique. Toutes les pratiques sexuelles qui n'aboutissent pas à l'acte de procréation, on voit que la morale reste encore très prégnante dans le corps médical, toutes ces pratiques sexuelles vont être jugées dégénérescentes et donc être jugées pathologiques. Il va y avoir la médecine de façon globale et puis la psychiatrie qui va s'emparer de ces pratiques sexuelles pathologiques. On parle, comme je vous ai mis l'exemple ici du livre de Tissot sur la masturbation, bien sûr c'est la perte de milliards de futurs enfants dans la nature qui ne vont pas servir à la procréation. Mais on parle aussi de l'homosexualité qui va rester pathologique jusqu'à la fin du XXe siècle
et certaines pratiques sexuelles, telles que tout simplement le sadomasochisme, qui sont toujours dans le DSM-5, donc considérées comme des pathologies psychiatriques. Donc là, c'est la médecine qui décide d'interdire le plaisir, puisque une sexualité ne doit, encore une fois, avoir pour but que la procréation. Dieu merci, arrive la révolution sexuelle, merci au combat féministe et à la deuxième vague de féminisme. Enfin, la femme, et c'est vraiment les femmes qui vont faire avancer les choses sur les représentations de la sexualité, révolution sexuelle, on peut dissocier l'acte reproductif du plaisir sexuel, qui est quand même un petit peu le cœur de la sexualité. Grâce donc, à toutes les lois que vous connaissez, on va enfin pouvoir interroger la sexualité via le prisme du plaisir. Et ça va permettre un énorme engouement de toutes les disciplines dans ce sujet d'intérêt qu'est la sexualité. Les philosophes, tels que Michel Foucault, avec son histoire de la sexualité, qui va placer le concept de sexualité dans la vie politique, dans la société, dans la philosophie, mais aussi le développement de la sexologie clinique, avec Master et Johnson, qui vont décrire cette physiologie. Donc le développement de la sexologie clinique, et puis toutes les études sur les comportements sexuels, avec les études derrière sur les inégalités de genre, l'hétéronormativité. En France, grâce à cet engouement pour la sexualité et non plus la reproduction, on va avoir, et vous les connaissez, toutes les enquêtes qui sont faites par l'INSERM, on en est déjà à 5 enquêtes depuis 1972, sur les comportements sexuels des Français. Ce qui est intéressant dans ces enquêtes, c'est même pas encore d'aller voir les résultats de ces enquêtes, mais simplement, dans un premier temps, d'aller voir les questionnements et les questions qui ont été posées dans ces enquêtes. On voit à quel point la recherche était située dans son époque, située dans sa société, puisqu'en 1972, les principaux centres d'intérêt quand on questionnait la sexualité, c'était les opinions vis-à-vis de la contraception. La loi Veil n'était pas encore passée. C'était des questions avec une approche extrêmement hétéronormée et tournée toujours autour du couple marié. Rapport Spira, on voit le changement de paradigme absolu. L'épidémie de VIH est arrivée et on voit à quel point cette épidémie va avoir déchiré la façon d'approcher la sexualité. Cette intrusion traumatique de l'épidémie dans la sexualité, nous en voyons encore à l'heure actuelle les stigmates et dans toutes les recherches que l'on mène. Et bien sûr, cette enquête va questionner l'infection VIH, les autres IST, et on va continuer dans toutes les enquêtes suivantes à questionner les IST, les comportements sexuels à risque. On va développer vraiment un prisme sur l'approche de la sexualité et des comportements à risque. Le rapport Bajos dernier qui vient de sortir, je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est qu'un rapport intermédiaire. Il y a 30 pages de résultats intermédiaires. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que sur les 30 pages, il y en a 15 qui s'intéressent au comportement à risque. Le reste s'intéresse aux pratiques sexuelles des Français. Il n'y a que 2 pages qui s'intéressent à la satisfaction sexuelle. Et le plaisir dans tout ça, où se trouve-t-il ? Le plaisir, c'est une notion hautement politique. On a montré tout à l'heure la définition de la santé sexuelle de l'OMS. Voilà, il n'y a qu'un seul tout petit mot dans la définition de la santé sexuelle de l'OMS qui parle du plaisir. Des expériences sexuelles, sources de plaisir et sécuritaires. Regardez à quel point c'est politique. La traduction française ne parle même plus de plaisir. Elle parle juste d'expérience agréable. La définition de la WAS du plaisir sexuel, beaucoup plus inclusive, n'a pas pu être adoptée par l'OMS parce que trop de pays s'opposaient à cette notion de fantasme, de feeling, d'érotisme. Nous, scientifiques,
comment on aborde ce plaisir sexuel? Eh bien, tous les scientifiques et toutes les disciplines, ici ce sont des chercheurs des sciences sociales qui vous en parlent et qui vous le disent. Traditionnellement, on a une vision culturellement ancrée qui va s'intéresser à la sexualité via le prisme de la dysfonction, la carence et la maladie, plutôt que de l'épanouissement et du plaisir. Seulement 7% des articles traitant de sexualité s'intéressaient in fine aux aspects positifs de la sexualité. Si on regarde les productions PubMed associées au terme mesh sexual pleasure, vous allez me dire waouh, il y a une super courbe croissante. En 2024, 194 publications sur le sujet. Oui, si on compare avec le terme mesh infection sexuellement transmissible, on voit que c'est une toute petite partie, une goutte dans l'océan de ce qui concerne la santé sexuelle. Il y a eu des modèles sur le plaisir sexuel qui ont été construits, mais vous pouvez voir que celui-ci n'est qu'une partie, il n'est pas central dans les modèles sur le bien-être sexuel. Et quand on regarde les indicateurs qui s'intéressent à tous les déterminants de l'état de santé sexuelle, on voit que les indicateurs concernant le plaisir sexuel sont bien pauvres. Historiquement, par la science, l'approche du plaisir sexuel est faite par la négative, par les questionnements sur l'absence de plaisir, la présence de douleur, de troubles. Il y a des questionnaires validés sur la satisfaction, mais sur le plaisir sexuel, il y en a trop peu. À l'heure actuelle, il n'y en a que 2 validés. Et si on regarde ces questionnaires, ce sont des questionnaires, Julie Rechter s'est intéressée à ça, c'est une sociologue, qui a transformé le questionnaire en élément. Est-ce que vous arrivez à avoir de l'orgasme? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous avez des douleurs? Si on le transforme en qu'est-ce que je dois répondre pour être au top en termes de plaisir sexuel, on voit que les réponses sont des injonctions à une sexualité performative extrêmement hétéronormée. Donc même ces questionnaires ne sont pas optimaux. Pourtant, on le sait, et la littérature nous le dit, quand on prend en compte le plaisir, quand on fait une intervention de santé sexuelle, il y a un effet positif sur quasiment tous les outcomes d'intérêt. Sur la santé sexuelle, la santé mentale, la santé physique, c'est associé positivement à l'absence de troubles sexuels. Et ici, vous avez une méta-analyse qui démontre de façon flagrante que si vous intégrez la notion de plaisir dans toutes vos interventions de santé sexuelle, vous améliorez systématiquement les outcomes. Trop peu de littérature interroge le plaisir par l'approche positive. Ce que nous dit Bond est vraiment pertinent et je pense que vous, acteurs de la santé sexuelle, ça va vous parler. Si on se concentre sur le risque et si on ignore les gains de plaisir associés avec la décision de ne pas mettre un préservatif, on va stigmatiser des populations, des comportements, et on n'arrivera pas à adresser les problématiques. Donc nous, les sexologues, on intègre systématiquement le plaisir dans nos pratiques de sexologie parce que en travaillant au travers du prisme du désir, le désir nous permet d'aboutir à ce qu'on appelle le plaisir sexuel. La sexualité, quand elle est vue comme érotique, prend la forme d'une quête, d'un désir, d'une expérience de plaisir, d'une tension qui oriente l'individu vers l'objet de son désir. Le désir, le plaisir s'enrichissent mutuellement. Le désir est une attente d'expérience, une réjouissance anticipée de ce qui est perçu comme du plaisir. Ce qui se joue ici, c'est notre identité. Si on ne prend pas en compte le plaisir dans la santé sexuelle et nous, dans la sexualité de nos patients, on ne prend pas en compte l'identité de nos patients. On cherche l'agentivité sexuelle. L'agentivité sexuelle, c'est la capacité de se penser comme un être désirant. C'est la capacité d'affirmer et d'assumer ses désirs et ses plaisirs. Et c'est sa capacité de communiquer autour de ses plaisirs et ses désirs à l'autre.
Ce qu'on essaye de développer chez nos patients, c'est ce qu'on appelle la sexualité optimale ou sensationnelle. C'est une sexualité qui est au-delà d'une sexualité bonne, positive, satisfaisante. C'est une sexualité qui procure un profond sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Elle est vécue comme profonde, mémorable et extraordinaire. Et elle se définit dans ses 8 composantes. Je vous laisse les lire, je pense qu'elle parle d'elle-même. Avoir de l'argent, c'est bien. Avoir du pouvoir, c'est génial. Mais avoir ça...